Europe 1 et CNews, 9h, 9h30, l'heure des pros, Pascal Praud. Bonjour à tous et bienvenue en cette semaine de Noël sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Y aura-t-il de la neige, non pas à Noël, mais un gouvernement au réveillon? La farce n'est pas seulement dans le Chapon, elle est à l'Élysée, elle est à Matignon. Monsieur Bayrou croyait au Père Noël, il n'a pas tort, il est devenu Premier ministre. Il pensait qu'il pouvait mélanger PS, macroniste et républicain, voire écologiste ensemble. Monsieur Bayrou est un homme de la 4e République égaré dans la 5e. À l'arrivée, François Bayrou n'a d'autre choix qu'imiter Michel Barnier. Je le redis, LR plus bloc central avec la neutralité de Marine Le Pen, dont, soit dit en passant, la stratégie de censure est validée, comme certains experts en expertise de la vie politique l'avaient souligné. Elle se retrouve de nouveau au centre du jeu. Et c'est là qu'intervient le cas Bertrand, Xavier Bertrand, ex-futur LR ou futur ex-LR, revenu au bercail, candidat à vie à la présidence de la République sans jamais se présenter, ce qui finalement permet de rêver. Ah, si j'étais riche, chantait Yvan Rebroff. Xavier Bertrand, pourfendeur en chef du Rassemblement national, celui qui disait avoir brisé les mâchoires du Front National. Hélas, Marine Le Pen a gardé une dent contre lui. Il est clair que si vous voulez une censure rapide, il vaut mieux peut-être laisser Monsieur Bertrand à ses chimères ou à ses lubies. Mais sait-on jamais, ce gouvernement se joue à pile ou farce, aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Il est 9h, Mickaël Dorian. 9h, 9h30, l'heure des pros sur CNews et Europe 1. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Hommage aux victimes de Mayotte aujourd'hui, plus d'une semaine après le passage du cyclone Chido. Une journée de deuil national a été décrétée par Emmanuel Macron. C'est la première fois que ça arrive en France pour une catastrophe naturelle. 1 minute de silence sera observée aujourd'hui à 11h. L'enquête sur la rixe mortelle devant le lycée Rodin de Paris. Un deuxième mineur a été mis en examen pour assassinat. Il a été placé en détention provisoire. 5 autres adolescents ont également été mis en examen hier pour participation à un groupement en vue de commettre des violences contre les personnes. Et puis l'enquête avance après le meurtre d'un homme à Palaiseau, en Essonne, alors qu'il tentait de déloger un squatteur. La victime a été tuée à coups de sabre. Un suspect a été mis en examen hier soir. Il a été placé en détention provisoire. Vendredi, 3 individus avaient pénétré dans le logement en pleine nuit, frappant l'occupant à plusieurs reprises. C'est à ce moment-là que le squatteur a répliqué. Merci beaucoup, Mickaël. Je salue Régine Delfour, que vous avez vu en direct de Mayotte toute la semaine passée, qui vient d'arriver à Paris. Vous êtes posé, je crois, à 8h30 ce matin? Oui, enfin 8h moins 20. Bonjour Pascal. Bon, merci, vous êtes très en colère et vous nous direz pourquoi. C'est bien d'avoir des journalistes parfois qui sont en colère et qui témoignent de la réalité. Elisabeth Lévy, que vous connaissez, Sabrina Medjaber, Nathan Dever, Georges Fenech, et puis l'un des hommes les plus informés finalement de Paris, qui hante les ministères, comme Belphégor était dans les couloirs du Louvre, et qui sait à peu près tout. Je l'ai vu tout le week-end. Mais c'est vrai que vous savez quand même beaucoup de choses, et je le dis sans... vous savez beaucoup de choses. Vous savez qu'hier, il y a un proche de ministre qui n'avait pas d'informations sur sa ministre, qui m'a écrit pour savoir si j'avais des informations sur son ministre ou sa ministre en question. C'est vrai que vous avez des informations. Alors, très drôle. Parfois, c'est vrai que ces informations intéressent le microcosme, comme on dit, mais elles nous font un peu sourire. Par exemple, entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, il ne faut pas que Gabriel Attal il soit autour de la table, parce qu'il est possible qu'il passe un mauvais quart d'heure avec le président Macron. Ah là, je pense que la rupture est totalement consommée. Gabriel Attal veut faire payer à Emmanuel Macron cette dissolution et ce sacrifice, alors qu'il n'a jamais été mis au courant. Et résultat, on a des articles qui ont fleuri dans Le Monde, dont beaucoup ont été alimentés par l'entourage de Gabriel Attal. Il y en a même un qui est cité en on. Voilà. Oui, alors faites attention quand même, prenons quelques... Il y en a un qui est cité en on. Oui, alors c'est Louis Jubelin, vous vouliez dire, qui était un des proches, mais faisons attention à dire que nous-mêmes, ne nous faisons pas manipuler par les uns les autres, parce que tout le monde manipule tout le monde. L'Élysée manipule les journalistes, le clan Attal manipule les journalistes. Convenons-en. C'est le journal Le Monde. C'est vrai, mais... Oui, mais Le Monde... non, mais Georges, enfin, le journal Le Monde. Alors, c'est vrai que ces papiers-là... Là, il y a une vous voyez. Les papiers dont on parle depuis 3 jours, qui sont les papiers du Monde sur le pouvoir, passer le périphérique, plus personne, ça n'intéresse personne. Ça nous intéresse, nous. Ça peut intéresser nos auditeurs, nos téléspectateurs, parce qu'effectivement, c'est de la coulisse, etc. Mais dans 9 cas sur 10, rien n'est vérifié, rien n'est validé, rien. Sujet, parce que les anecdotes, par définition, personne ne peut les avoir et sont racontées. Tout ça est dérisoire.
C'est des méthodes qui sont très problématiques. On peut dire un mot? Non, pas pour le moment. Bon. Mais je vous donnerai la parole, je vous jure. Vous me prévenez. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je voulais juste dire que c'est des méthodes de la Stasi. On prend des conversations privées et on en fait des événements politiques. Là, c'est pas une conversation privée. C'est-à-dire qu'on rapporte des gens qui auraient vu, qui ont peut-être vu des choses, etc. Il y a des conversations privées. Avec Aurélien Rousseau. Avec l'ancien ministre de la Santé. C'est une conversation privée. C'est dégoûtant, Jean-Michel. Rien n'est vérifié parce que toutes ces choses-là ne sont pas vérifiables. Donc, ce sont des gens qui donnent de leçons et qui font ce métier. Bon, voilà, sans vérification aucune. Mais c'est pas grave, c'est leur vie. En revanche, tout Paris dit ça, mais je vous assure, il y a que Paris qui peut que ça intéresse. Bon, sérieusement, là, information vient de tomber. Pas de nomination avant 18h. Voilà. Puisque là aussi, on prend les gens pour des imbéciles. J'adore ça. Le deuil national s'arrête à 18h. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est une journée de deuil national. C'est une journée. On décrète que ça s'arrête à 18h. Comme ils veulent pas. C'est pour ça que prendre les gens pour des imbéciles, qu'est-ce que j'en ai marre. Donc ils ont inventé le concept, le deuil national s'arrête à 22h. La demi-journée de à deuil. 17h59. Le demi-deuil. On n'est plus en deuil national. Non, mais c'est donc ridicule. ils ont inventé ça sans doute pour donner ce soir le gouvernement. LR plus macroniste, Xavier Bertrand, oui ou non? Alors, c'est l'un des sujets. Il y a 2 arbitrages qui sont en cours. Xavier Bertrand, qui se prend des tirs de barrage du Rassemblement national. Une nouvelle fois, là encore, on découvre la Lune. Xavier Bertrand, il n'est pas à Matignon parce que Marine Le Pen décide de le censurer tout de suite. Et là, évidemment, s'il atterrit dans n'importe quel portefeuille, il sera forcément amené à discuter avec le groupe RN. Et Marine Le Pen, elle n'a pas envie d'aller discuter avec Xavier Bertrand. Mais je veux dire, donc, franchement, c'est bien de sa faute. Il n'a pas été malin. Il a tapé sur le RN pendant 10 ans et sur ses électeurs. Je m'étonne même qu'il veuille entrer dans ce gouvernement. Au moins, qu'il assume ses choix. Je crois qu'il a donc, s'il entre dans ce gouvernement, il y aura censure quasiment immédiatement. Il a toujours assumé ses choix. En tout cas, c'est la menace brandie par le RN. Ses choix, un coup il était au LR, un coup il est sorti, il assume ses choix. Il a jamais vraiment quitté. Mais écoutez, il assume ses choix. Il t'a expliqué qu'il irait quoi qu'il arrive à la présidence de la République, il n'y est pas allé. Écoutez. Non, je trouve que vous êtes sévère. Mais je suis sévère. Mais ce que je dis est faux. C'est un homme de conviction. Et de conviction, lesquelles? Lesquels? L'extrême droite, c'est tout. La seule chose, lesquels? Puisque quand tu sors, tu rentres, tu dis je vais jusqu'au bout, j'y vais pas, lesquels? C'est un gaulliste social. Eh ben, très bien, c'est un gaulliste social. Voilà, avec une fibre sur les questions régaliennes qu'on peut pas lui enlever. Oui. Voilà. Après, il mène un combat contre le Rassemblement national. Bah oui, ça il tombe a mal. le droit. Il a le droit. Bah oui, mais sauf que il est pas malin. ça va l'empêcher d'être Il va ministre. quand même Mais pas il croit avaler son chapeau. Mais il croit qu'on est en 83, il a rien. En fait, c'est exactement. Peut-être que la critique est excessive, c'est possible, oui. Mais écoutez, je veux bien qu'on ait cette discussion tous les jours. C'est pour ça que le RPR est à moins de 5%. Est-ce que vous allez vous mettre ça dans la tête? Le RPR, les LR. C'est pour ça. C'est pour ça. Est-ce que vous avez compris ça dans votre tête? Et il vote communiste comme Édouard Philippe face au RN. Voilà. Il vote communiste. C'est le gaulliste social. Pour un électeur de droite. Il préfère la France insoumise au Rassemblement national. Communistes, les communistes. Écoutez, qui reste dehors. Franchement, qui reste dehors, ça sera mieux pour. Et alors, le deuxième point de blocage, et pas des moindres, c'est le Quai d'Orsay. Gérald Darmanin, il est d'accord pour revenir, mais si c'est le ministère des Affaires étrangères, rien d'autre. Problème, le fauteuil du ministre des Affaires étrangères est actuellement occupé par un très proche de François Bayrou, qui est lui-même au MoDem, qui s'appelle Jean-Noël Barrot. Donc là, il va falloir faire un arbitrage entre celui qui vous soutient depuis la première heure et la possibilité de ramener Gérald Darmanin, qui a un certain point politique. Mais vous m'arrêtez si je me trompe. Nathan Devers. Il n'y a jamais eu un seul président de la République qui a été ministre des Affaires étrangères avant. Parce que non, c'est vrai. On dirait des stades de foot. Non, mais parce qu'on en est à commenter des trucs comme ça. Mais si Gérald Darmanin, non, mais c'est bizarre comme stratégie de la part de Gérald Darmanin de vouloir absolument avoir le Quai d'Orsay. Alors franchement, c'est arrivé. Mais non, parce que je fais exprès de dire ça. Parce que là, je pense qu'il y a aussi aucun président de la République qui a été ministre des Sports. Non, parce que c'est un ministère important, le Quai d'Orsay. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a toute la classe politique qui ne pense qu'à la prochaine élection présidentielle et qui n'est pas à la hauteur de la situation. C'est pour ça que je fais exprès de faire une remarque de politique politicienne, parce qu'il nous impose ce spectacle qui est très pénible, je pense, pour beaucoup de Français qui ont voté avec sérieux aux élections législatives. Il peut y avoir des premières. Être au Quai d'Orsay n'empêche pas forcément d'aller à l'Élysée ensuite. Non, mais l'idée, c'est de faire rentrer tous les chefs à plumes. C'est ça l'idée. C'est un affaiblissement du président de la République.
qui s'est fait imposer le Premier ministre. C'est pas lui qui l'a nommé, il s'est nommé. Et là, maintenant, ce sont les ministres qui sont exigeants, qui veulent ceci, qui veulent cela. Bon, les LR sont en position de force. Marine Le Pen est en position de force. Moi, je m'amuse sur tous ceux que vous expliquez. Les LR, il y a plusieurs lignes. On comprend pas, par exemple, ce que fait Laurent Wauquiez. Il réunit à nouveau les députés LR ce matin à 9h, alors que Bruno Retailleau a dit, c'est acté, je peux rester. Non. Les sénateurs LR ont dit, il faut rester. Donc, il y a deux lignes aussi. 18h ce soir, mais restez avec nous. Ce que fait Laurent Wauquiez. À partir de 18h ce soir, c'est possible que ça soit pas à 18h ce soir. C'est officiel, ça. Douce nuit. Chanter, ça va être Pourquoi bien. Pas demain matin? Bon, parce que c'est Noël. Demain matin, c'est pas Noël, c'est demain soir, Noël. Ah oui. Oui, ça peut être le 24 décembre, vous avez raison. Ça peut être demain soir, même au point où ils en sont. Mais bien sûr, ça peut être avant. Mais c'est une forme de... À minuit. C'est une forme de mépris pour Mayotte de faire ça aujourd'hui, franchement. Je pense que les Français, effectivement, sont les seuls, vous savez, les seuls qui sont contents, c'est les journalistes. Ils sont heureux comme tout. Ah, mais vous avez raison. Parce que c'est la 4ème République, ils sont heureux. Ils sont partis en vacances, hein. Ça leur fait du business. Alors, ils vont peut-être avoir froid parce qu'ils sont dehors, à attendre à faire le pied de grue devant l'Élysée ou Matignon. Mais les journalistes, c'est exactement la 4ème République. Tout le monde commence par être lassé, là. Quand même, l'épisode a suffisamment duré, là. Oui, mais ce n'est que le début. Quand c'est fini, ça recommence. Régine, qui est arrivée donc ce matin de Mayotte. Et quand vous êtes arrivée dans mon bureau, et moi, j'aime bien dire aux uns et aux autres, ce qu'on dit parfois hors antenne. Mais dit, moi, je suis très en colère. Le gouvernement fait que de la com, ils font n'importe quoi. Et vous étiez sur place. Alors, je voudrais d'abord que vous me donniez votre sentiment. Souvent, je dis ça, vous parcourez le monde. Donc, vous voyez ce qui se passe. Comment vous avez trouvé ce territoire Mayotte? Et on peut le mettre même en parallèle, parce que vous êtes beaucoup allé en Nouvelle-Calédonie. Oui, là c'est un petit peu particulier puisqu'il y a ce cyclone. Quand on était en Nouvelle-Calédonie, j'étais d'ailleurs avec Thibaut Marcheteau qui m'a accompagné aussi pour Mayotte. Là, c'était une guerre entre guillemets un peu civile. C'est pas du tout les mêmes choses. Après, en fait, oui, je vous ai dit que j'étais en colère puisque Chido, en fait, on savait qu'il y avait ce cyclone qui allait arriver. Il y a d'ailleurs des mairies sur l'île de Mayotte qui sont allées voir les gens dans les bidonvilles pour leur demander de se mettre à l'abri. Beaucoup n'ont pas voulu puisqu'ils sont sans papier et qu'ils avaient peur de la police aux frontières et d'un retour peut-être aux Comores. Et en fait, je suis en colère parce qu'en fait, rien n'a été fait. Nous, on est arrivé donc à Mayotte le mercredi. Il n'y avait pas d'eau. Quand Emmanuel Macron arrive et dit que samedi il y aura de l'eau sur toute l'île, c'est faux. Il n'y a pas d'eau. Il y a eu des points d'eau qui ont été ouverts, mais qui est de l'eau qui n'est pas potable. Il n'y a pas de pastille qui est distribuée. Les enfants, les gens boivent l'eau comme ça alors qu'ils savent qu'elle est impropre. Nous on leur a dit mais surtout ne la buvez pas. Ils m'ont dit mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais aller boire l'eau de la mer. Donc il y a ça. On voit beaucoup d'enfants qui n'ont pas de lait, qui n'ont rien à manger. Alors il y a des disparités. Les gens qui ont de l'argent peuvent évidemment acheter de l'eau. On a eu des litres d'eau qui se sont envolés à 12 € le litre. Oh. Et puis de la nourriture, mais on n'a pas vu de distribution. On était à La Réunion juste avant. On a vu les chargements dans les A400M. On les a vus, ces tonnes de vivres et de médicaments. Sauf qu'une fois arrivés à Mayotte, on les a pas vus. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que l'aide n'était pas acheminée comme elle aurait dû le faire parce qu'on n'a pas vu de militaires. C'est parce que vous les avez pas vu que cette aide, elle est arrivée quand même. En fait, ce qu'on nous avait dit aussi, c'est qu'il fallait faire pas trop de rotation parce qu'il fallait pas qu'il y ait que l'aide soit à un moment donné qu'il y ait une espèce d'étranglement et qu'il y avait pas assez de militaires, d'agents de la protection civile sur place pour pouvoir distribuer cette aide. Donc là, ils sont en train d'arriver. Là, ils sont en train de faire des communications, des opérations de communication en nous disant, Mais vous-même, je pense que les téléspectateurs qui nous écoutent, ils se posent cette question. Vous-même, avec l'équipe avec laquelle vous étiez, comment vous aviez de l'eau? Non, enfin nous on est arrivé. Alors c'est aussi quelque chose de complètement absurde. On est arrivé, beaucoup de journalistes, on est arrivé avec de l'eau et à La Réunion on nous a demandé de vider notre eau. On leur a dit mais écoutez à Mayotte il y a pas d'eau. Pourquoi? Parce que quand on passe les contrôles, vous savez, on peut pas avoir l'eau. Non mais c'est extraordinaire. Non mais c'est extraordinaire. On marche sur la tête. Non mais c'est extraordinaire. Donc c'est qu'on vous je vous assure ce monde. J'ai un de mes amis confrères de RMC qui lui avait acheté une poche de 8 litres. Ouais. Il avait rempli donc de bouteilles. On lui a demandé de la vider à La Réunion. Mais et donc c'était Thibaut Marcheteau qui était avec vous. Je vous assure, moi je pense que je sais, l'Élysée nous écoute le matin, vous qui êtes l'homme le plus informé de Paris. Ah oui. Bon, est-ce que c'est extraordinaire et c'est ça qui devrait écouter. Vous vous rendez compte la folie dans laquelle nous sommes. On vous demande de vider de l'eau et d'aller dans un endroit où il y en a pas. Tout ça parce qu'il y a un contrôle. On pourrait imaginer que vous ayez mis une bombe dans votre de l'acide dans la bouteille d'eau. Non mais
On est chez des... Mais de toute façon, donc, vous riez, c'est pas drôle. Nous avions de l'électricité, mais nous n'avions pas d'eau. Mais alors on avait économisé, on a pris avec Thibault Marcheteau, on a rempli après des gourdes, on a économisé pendant plusieurs jours pour avoir de l'eau potable pour boire. Bon, je voudrais qu'on voit un sujet sur la sécurité et puis la sécurité parce que alors on a vu des images que vous avez tournées pendant que vous parliez et voyons ce sujet sur la sécurité de Sharon Camara, sécurité à Mayotte. Se barricader pour tenter de préserver ce qu'il reste. Après le passage du cyclone Chido, Ali Khalifa espère pouvoir reconstruire sa maison au plus vite grâce à l'aide de l'État. Mais pour lui, la sécurité doit être leur priorité. À manger, c'est rien. À boire non plus. La sécurisation de toutes les personnes. Tu dors chez toi, tu regardes la télé, on te dit avec une machette comme un pistolet, levez la main en haut, donne-moi la télé. Est-ce que ça c'est bon ? Pour être français, il ne faut pas qu'on vive comme ça. Si le risque de pillage est plus élevé depuis le passage du cyclone, Ali estime qu'il s'agit d'un problème plus ancré dans la société. Et depuis qu'on a eu cette loi-là, que le mineur, qu'on ne le frappe pas, le mineur, qu'on ne le punit pas, le mineur, il ne fait pas la prison. Ce qui se passe à Mayotte, franchement, le petit ne respecte pas le grand et le grand ose de peur de sortir dehors, même pour aller à la mosquée, même pour rester chez soi. Afin de garantir la sécurité des Mahorais, le préfet de Mayotte a instauré un couvre-feu dans le département dès le 17 décembre, soit 3 jours après le passage du cyclone. Une interdiction de sortir qui s'applique à tous les habitants de 22h à 4h du matin, et cela jusqu'à nouvel ordre. Je salue Vincent Herouette qui nous écoute et qui dit... Régine a raison, c'est exemplaire de l'absurdité, de la gabegie qui règne à Mayotte. Et je salue Vincent Herouette et lui souhaite évidemment, comme à nous, tous ceux qui nous regardent, de bonnes fêtes de fin d'année. Le président Macron était donc présent. Est-ce que les Mahorais quand même ont apprécié sa venue ? Mais non, enfin, nous, beaucoup de Mahorais avec lesquels nous avons pu échanger, nous disaient, mais en fait, l'urgence, nous, on voudrait de l'eau, on voudrait des vivres, on voudrait qu'il y ait quelque chose. On voit pas les gens venir nous aider. C'est bien gentil qu'ils viennent. Mais le fait qu'ils viennent, quand même, qu'ils parlent au centre de la... vous avez vu les échanges. Oui. Vous avez entendu ce que beaucoup de Mahorais ont dit. C'est de la faute du RN. Est-ce qu'on lui pourquoi c'est de la faute du RN? C'est ce qu'il a dit dans la interview. Bon, est-ce que les gens lui reconnaissent simplement d'être venus, d'avoir écouté? Pas énormément, non. Et puis alors... Là, je voulais revenir aussi sur ce reportage qu'on a vu parce qu'en fait, cet homme, c'est un Mahorais et très vite, il s'est retrouvé entouré de bidonvilles. Oui. Donc, il parle donc de cette sécurisation et il parle de ces jeunes puisque à Mayotte, il y a ces barrages où vous pouvez pas sortir le soir puisqu'il y a des jeunes qui vous attaquent à coups de cailloux et à coups de machette pour vous dépouiller. Donc, il y a eu ce couvre-feu, mais nous, on a pu rencontrer des policiers qui nous ont dit que la nuit, ils étaient 12 pour sécuriser. Et c'est pour ça que les reporters, vous êtes sur le terrain pour nous reporter ce qui se passe et de dire, vous faites pas de la communication. Non. C'est toute la difficulté avec le politique, mais le politique est soumis. Moi, sur certains plans, je peux être indulgent. Je peux être indulgent avec le politique dans ces périodes-là. Je le suis moins sur le travail de fond qu'il ne fait pas. Mais après, qu'il y ait une part de com, ça peut pas être autrement. Évidemment, quand le président de la République va à Mayotte, c'est du symbole. En revanche, je lui reproche, en 2019, d'avoir dit des choses et de pas s'y tenir. C'est ça que je lui reproche. Ce que les Mahorais lui reprochent aussi. Voilà, je lui reproche pas sa période de com-là. Parce que s'il y va pas, on lui reproche aussi. Oui, c'est pour ça que je lui reproche pas. Je vous remercie beaucoup grandement, Régine. Vraiment, joyeux Noël à vous. Vous avez besoin de vous reposer. Je pense que vous êtes la personne qui voyage le plus dans la rédaction de CNews. Je pense, oui. Je sais. J'ai pas noté cette année Vous avez passé combien de temps en Israël? Combien de temps en Nouvelle-Calédonie? Combien de temps à Mayotte? Combien de temps sur Même à Avignon pour le procès Mazan, un mois. Oui. Oui, mais... C'est moins dangereux peut-être. mais là, en plus, vous êtes... Donc moi, à chaque fois, je dis toujours la même chose. Moi, je suis resté sur ma chaise cette année et vous avez parcouru le monde. Mais c'est passionnant. Bien sûr. Ça nous nourrit aussi. Mais je suis d'accord. Et la couverture d'Israël était très bien. Et je vous vraiment... Et puis tous ceux qui sont avec vous, Thibault Marcheteau.
Et j'ai été aussi avec Charles Baget, on était aussi aux États-Unis. Charles Baget, tout ça, c'est l'important là. Faut vraiment le dire. Et on est des équipes, et c'est vrai que c'est important. Et juste une petite dernière chose, on a vu ces enfants qui n'avaient pas de lait et qui n'avaient pas d'eau, et on s'est mobilisé avec Thibault, et on nous a assuré quand même que dans une école il y aurait de l'eau et du lait. C'est l'occasion en cette fin d'année de saluer tous les journalistes, reporters d'images, ceux qui tiennent la caméra, qui sont des journalistes qui écrivent avec leur caméra comme vous écrivez avec votre stylo, et de leur dire vraiment bravo et merci. Et puis ces équipes que vous faites ensemble, forcément c'est des tandems, et vous passez beaucoup de temps ensemble, donc ça demande beaucoup de complicité et beaucoup d'expérience. Merci beaucoup Régine. Pascal-Pierre Garbarini va s'installer à votre place, parce qu'on va parler des avocats. Ont-ils le droit de parler avec leurs clients? Parce que Pascal-Pierre voulait revenir sur le verdict. Le verdict? Non. Le jugement? Non, c'est pas une cour d'assises. Le délibéré. Le délibéré de la cour de cassation. J'ai un petit mot pour vous. Ah bon? J'ai un petit mot pour vous, parce que, évidemment... De qui? Je peux pas citer. Monsieur Lebret me rappelle ses brillants chroniqueur politique de la 4ème République, au centre d'un riche réseau d'informateurs, à l'affût de la dernière rumeur, frétillant de mini-scoop à Révolution, pendant que la France coule. Exactement ça. Et ça, c'est un homme sans doute qui a connu la 4ème République. Je vous ai dit tout à l'heure, les journalistes, ils sont ravis. Vous adorez ça. Moi, j'aime bien. Ben oui, parce que mais là, ça s'enlise un peu, quoi. La France coule, monsieur. Mais je sais bien. La France coule. Donc, c'est pas sa faute. Je suis pour rien. Non, mais c'est vrai. Mais il y a ce côté, voilà. Alors, chacun y va de sa petite info. Pascal-Pierre Garbarini, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On vous connaît. Vous venez régulièrement sur ce plateau, et je vous ai eu ce week-end, et je lui dis, venez parler. Vous me dites, vous êtes comment dire, la Cour de cassation vous a mis très en colère. Le fait qu'on puisse condamner quelqu'un sur une conversation entre un avocat et son client vous met hors de vous. Et je rappelle que vous êtes avocat. Et surtout, vous dites, vous, les avocats, vous faites rien. C'est-à-dire qu'on n'entend personne sur ce jugement monter au créneau pour dire, mais c'est une honte. Et même les médias. Je vais juste faire une lecture quand même de la définition du secret professionnel. L'avocat est le confident nécessaire de son client. Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public, absolu, général et illimité dans le temps. C'est une confession qu'on reçoit du client pour justement recueillir sa vérité par rapport à une vérité judiciaire qui est imposée. Si le secret, la vérité judiciaire, c'est-à-dire la vérité judiciaire telle qu'elle est construite par l'enquête. Et l'enquête peut parfois arriver à une vérité qui est totalement différente de celle du client. D'accord ? Parfois, c'est la même. Mais parfois, lorsqu'il y a justement une bataille de l'innocence pour son client, la parole du client, elle est capitale. Et il nous confie des choses. Moi, par exemple, lorsque j'étais l'avocat d'Ivan Colonna, j'allais le voir au parloir avocat. Le parloir avocat, c'est un sanctuaire. On n'a pas à écouter. Et les confidences qu'il m'a faites, je n'ai pas allé... Aujourd'hui, il est décédé, et je n'ai pas le droit de ne plus me référer à ce qu'il m'a dit. À vie ? C'est à vie, c'est illimité dans le temps. Et c'est pour cela qu'on nous fait confiance. C'est une confession. C'est comme la protection des sources pour un journaliste. Si nous n'avons pas cela, nos professions, elles n'existent plus. Elles ne peuvent plus exister. C'est un principe sacré. Donc la condamnation de Thierry Herzog comme avocat, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse parce qu'on a l'impression qu'on nous reproche aujourd'hui, nous les avocats, de recueillir la confidence. C'est-à-dire c'est le dernier endroit, si vous voulez, où l'enquête ne peut pas aller. Mais heureusement, c'est ça une démocratie, c'est ça la défense. Sinon, comment voulez-vous défendre quelqu'un si vous n'avez pas la possibilité de recueillir sa confidence? Je donne 2 exemples, puisque là, ce sont des écoutes téléphoniques dérivantes sur un dossier tiers. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire, attention, que l'avocat, il a un privilège et que s'il commet une faute, il ne doit pas être poursuivi. C'est pas du tout mon propos, hein. Ça, c'est autre chose. On n'est pas au-dessus des lois. Mais là, on est dans le cadre de la défense. Lorsque, en prison, aujourd'hui, les détenus ont le droit d'aller à une cabine téléphonique et de téléphoner à leur avocat. C'est pas sur écoute. C'est pas sur écoute.
Je vous interromps 2 secondes parce que c'est le carillon, mais c'est passionnant ce que vous dites. Et c'est pour ça, moi, je souhaite pas vous interrompre parce que ce que vous dites est absolument passionnant. Je salue non pas Thomas Hill, puisqu'il a pris quelques jours de vacances, mais Ombline Roche. Ça me fait plaisir, Ombline, de vous voir aux commandes de cette émission, le Club de Noël sur Europe 1, le Club de Noël jusqu'à 11h. Et puis, on peut vous écouter chaque matin vers 6h20, 6h25 sur l'antenne d'Europe 1 dans la saison pour la partition et vous rendez hommage aux plus grandes chansons, plus grands chanteurs, chanteuses de tous les temps. Tout va bien, Ombline ? Tout va bien. On est installé avec la joyeuse équipe du Club de Noël. C'est la première aujourd'hui. On n'est pas peu fiers puisqu'on reçoit la légende du rap français qui est MC Solar et qui va rester avec nous pendant 1h30 sur Europe 1. Et on espère qu'on ne va pas bouger, bien évidemment. Vous restez avec nous, bien sûr. Bouge de là. Non, vous restez là. Elle est bonne. Elle est excellente, mon cher Pascal Praud. Et on vous retrouve bien sûr tout à l'heure, Pascal Praud et vous, à 11h sur Europe 1.